Voilà maintenant 2 mois que l'émergence du SRAS-CoV-2, virus à l'origine de la COVID-19, a plongé le Québec en état d'urgence sanitaire, mettant une grande partie de l'activité économique en suspens et exposant les plus vulnérables d'entre nous à une maladie dont nous savons encore trop peu de choses. Au fur et à mesure que la crise sanitaire évolue, il apparaît que la COVID-19, en même temps d'être un fait biologique, est aussi un fait politique, ne manquant pas de susciter dissensions et débats autour des réponses apportées par les autorités publiques. De l'innommable catastrophe frappant les centres de soins longue durée jusqu'aux mesures de déconfinement, en passant par les différentes politiques de dépistage adoptées successivement par le gouvernement, l'actuelle pandémie met souvent au jour des priorités divergentes, de la part du gouvernement et de la part des communautés locales. Pour le deuxième épisode du podcast Stasis, nous nous entretiendrons avec l'épidémiologiste Nima Machouf pour discuter de cette articulation entre réalité sociale et réalité virale. Forte d'une expertise de recherche sur le VIH et possédant une riche expérience de terrain à Cuba et en Afrique, Nima est également militante écologiste et féministe. Elle a accepté de nous livrer son point de vue sur la centralisation du système de santé québécois, la pratique de l'épidémiologie et les mesures adoptées par le gouvernement du Québec pour endiguer la pandémie de la COVID-19. Bonjour Nima, merci d'avoir accepté notre invitation de participer au deuxième podcast du collectif Stasis. D'entrée de jeu, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes épidémiologiste. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste exactement et quelle est la place de cette discipline dans le champ médical? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très honorée de pouvoir faire partie de votre série de reportages. Je suis épidémiologiste, ça veut dire que j'ai un doctorat en santé publique. En fait, on peut avoir une maîtrise aussi. J'ai fait mes études en santé publique ou avec une spécialisation en épidémiologie qui est l'étude des épidémies. Essayer de voir les problèmes, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils évoluent, comment on peut les régler, quelle approche on peut prendre pour pouvoir gérer des problématiques de santé. Un médecin, son objet de travail, ou son sujet de travail, c'est le patient. Une épidémiologiste, son sujet de travail, c'est la population. Donc, c'est de regarder au niveau populationnel comment une maladie se dessine, évolue et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, qui de mieux placé que vous, en fait, pour se prononcer sur la situation exceptionnelle que l'on vit maintenant depuis presque 2 mois, un peu plus de 2 mois même. Le confinement instauré par le gouvernement du Québec avait pour but principal de limiter la transmission de la COVID-19 en raréfiant les contacts sociaux. Selon vous, là, après 2 mois, maintenant qu'on peut faire le point sur la première phase d'évolution de la maladie et qu'on est même rentré en phase de déconfinement, est-ce que c'était la bonne approche de confiner? Est-ce qu'on devrait regarder avec optimisme les résultats que ça a amené? À mon avis, c'était la bonne approche. Il y a eu différentes approches. C'était la bonne approche. Ça ne veut pas dire que c'était sans rater, mais c'était la bonne approche. Il y a, à travers le monde, chaque pays a pris une approche différente. Il y a la Suède qui a opté pour une façon totalement différente des autres pays, qui était laisser les gens ne pas faire de confinement. Donc, il n'y a pas eu de confinement en Suède. Les jeunes ont continué à aller à l'école. Les bars, les restaurants étaient ouverts. Les lieux d'emploi, les secteurs d'emploi n'ont pas fermé. Mais par contre, ils ont essayé de limiter les dégâts en disant en fait, eux, leur raisonnement, c'était, ils ont évalué l'évolution de la maladie ailleurs dans le monde, puis ils ont réalisé que finalement, il y avait beaucoup de gens qui s'infectaient et une proportion des personnes infectées qui décédaient. Mais les personnes qui décédaient étaient surtout des personnes âgées. Une bonne proportion de la population était infectée, mais ne développait pas de symptômes. Donc, la maladie était vraiment sous contrôle. Une
une partie, disons, 50% étaient complètement asymptomatiques parmi les gens, la totalité des gens qui attrapaient la maladie, surtout chez les personnes plus jeunes, les populations plus jeunes. Après ça, les complications augmentaient avec l'âge et avec toutes sortes d'autres comorbidités. Alors, quand on parle de comorbidité, ça veut dire n'importe quel autre problème de santé chronique, incluant le surpoids. Donc, le surpoids, les problèmes cardiaques, les problèmes aux reins, les problèmes de diabète, toute problématique qui engageait un système du corps humain est une infection chronique et peut être une infection chronique. Et ça empirait, ça aggravait la, la maladie, la maladie de la COVID. Et surtout, les décès survenaient plus qu'on avançait dans l'âge, plus qu'on était âgé, plus qu'on était à risque du décès. Alors, ils se sont dit, on a un système de santé, un système hospitalier qui est capable d'absorber toutes les personnes, la quantité de personnes qui vont avoir besoin d'hospitalisation. Donc, on va s'en occuper. Puis, les personnes âgées, on va les isoler. Donc, ils ont dit, au lieu d'isoler toute la population, on va isoler les personnes âgées. Alors, en espérant que, puis de toute façon, ils se disaient, parce que c'est une infection qui, de bientôt, on ne va pas développer de vaccin pour cette infection-là. Alors, il va falloir en quelque sorte rendre la population immune. Donc, ils ont misé sur l'immunité collective en disant qu'on va protéger les personnes âgées. Les plus jeunes vont l'attraper, une bonne partie vont développer des anticorps et ne seront plus à risque pour les prochaines vagues qui vont survenir si jamais elles surviennent. Et comme ça, on serait quitte. Le problème avec cette approche, c'est que si on regarde la Suède avec des pays qui s'apparentent, qui ont à peu près la même composition démographique, à peu près le même système de santé, à peu près le même niveau de vie de la population, donc c'est la Finlande, le Danemark et tout ça. Bon, ben, la Suède, au niveau de la mortalité, elle ne fait pas bonne figure. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont décédées en Suède qu'ailleurs dans les autres pays scandinaves. Donc, il y a ce danger. L'Angleterre aussi a voulu opter et l'Israël aussi ont voulu opter pour exactement ce même raisonnement. Mais eux, ils ont fait marche arrière parce qu'au début, ils ont dit oui, l'immunité collective et tout ça, mais ça dépend aussi beaucoup de la composition de la population. Un pays qui a une population jeune, c'est moins risqué de s'avancer là-dedans qu'un pays qui a une bonne proportion de population âgée. Parce que l'Angleterre, quand ils ont dit ben, on va opter pour l'immunité collective et on va aller de l'avant, comme ça, on ne va pas nuire à l'économie parce que c'est quand même grave et lourd tout ce fardeau économique que tous les pays maintenant auxquels ils font face. L'économie mondiale est sur pause. Alors, l'Angleterre s'est dit que je vais miser sur l'immunité collective et encore une fois, étant donné qu'il y a des populations âgées qui sont quand même pas négligeables en Angleterre, alors ils ont réalisé très vite que c'était un pari quand même assez risqué parce que rendre la population immune avec une maladie qui a à peu près, à l'époque, on disait 2% de mortalité, c'est comme si on offrait un vaccin à la population en disant que il y a une mortalité de 2% associée à ce vaccin-là. Qui accepterait ce vaccin? Très peu de personnes iraient prendre le vaccin si on sait qu'il y a 2% de mortalité qui est associée. Donc, c'était un pari risqué. Ils ont reculé rapidement. L'Israël, la même chose, ont reculé rapidement. Et c'est ça. Nous, au Québec, au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Au Canada, l'épidémie est très diverse à travers le pays. Alors, ce qui se passe à l'Est et à l'Ouest n'ont rien à voir. Au tout début, comme tout autre pays dans le monde, l'infection est arrivée. Le virus est arrivé par les frontières. Alors, donc, il fallait rapidement, pour bien contrôler le virus, il fallait rapidement se poser aux frontières et faire quelque chose, faire une intervention au niveau de la frontière, au niveau des voyageurs qui arrivaient. Alors ça, on a réellement tardé à faire ça. On a vraiment tardé à faire ça.
On savait que l'infection se propageait rapidement. On savait que c'était parti de la Chine, puis ça s'était rendu ailleurs. On savait qu'on était en contact étroit avec les endroits dans le monde où ils étaient infectés par la COVID, puis on n'a pas voulu fermer les frontières. À mon avis, parce que il n'y a aucun pays qui voulait fermer ses frontières. Ça peut avoir un impact, un poids diplomatique et un poids politique très cher à payer. Donc, tous les gouvernements, je pense qu'ils étaient sur la sellette, puis ils ne voulaient pas fermer les frontières. Mais à mon avis, ils auraient pu faire quelque chose de super intelligent, c'est de se poser aux frontières, puis de dire aux voyageurs, vous arrivez, bienvenue, merci beaucoup, mais vous allez chez vous, vous rester 14 jours à la maison. Donc, quarantaine obligatoire pour tous ceux qui arrivent. Comme ça, puis les tester aussi. Donc, faire comme la Corée et éviter la propagation. On ne l'a pas fait. Le gouvernement, puis ça, c'est de compétence fédérale. Alors, le fédéral a tardé à s'occuper des frontières, de les fermer ou même s'occuper des voyageurs qui arrivaient, parce que pendant très longtemps, il n'y avait rien à l'aéroport, rien aux frontières terrestres. Et même le jour où ils ont osé fermer, dire que ben là, maintenant, c'est confinement obligatoire pour tous les voyageurs qui arrivent et tout ça, ils ont dit, sauf les États-Unis. Puis ils ont dit, on ferme les frontières, mais sauf la frontière avec les États-Unis, parce qu'ils avaient peur de la réaction diplomatique que Trump allait avoir. Alors, à mon avis, ça, c'était notre plus grosse erreur. Puis là, une fois rendu à l'intérieur, l'infection est arrivée en premier lieu à Vancouver, puis après en Ontario. Les deux ont évolué ensemble. Vancouver, ils ont été chanceux. Au début, il y a eu très rapidement des cas dans les centres pour personnes âgées. Puis ça leur a mis la puce à l'oreille. Puis ils ont très vite agi à ce niveau-là pour éviter que l'infection se transmette comme un feu de paille dans les centres pour personnes âgées. Ils ont été extrêmement rapides et vigilants à cet égard-là. Après, l'Ontario, il y avait l'Ontario. L'Ontario, ben, ça a évolué. Au début, l'infection, le virus, quand il rentre, il prend du temps avant de s'installer et se montrer parce que pendant 2 semaines, on peut rester sans symptômes. Donc, si on ne se fait pas tester, il n'y a aucune raison qu'on suspecte qu'on est malade. Et pendant cette période où on n'a pas de symptômes et on pense qu'on est en bonne santé et on est sain, ben, on le transmet. Alors, au début, elle évolue lentement et à partir du moment où les gens développent des symptômes, la proportion des personnes malades qui développent des symptômes, là, ça sonne une cloche, puis ça fait que le gouvernement se réveille, la santé publique se réveille, commence à mettre des interventions en place, à agir et à faire des interventions pour prévenir la transmission du virus. Donc, en Ontario, ils l'ont fait très lentement. Ils ont fermé peu d'endroits publics et tout ça. Et ils l'ont surtout fait très tardivement. Au Québec, le 3e lieu où le virus est arrivé, au Québec, on a été super malchanceux parce que c'était après l'Ontario et la Colombie-Britannique et on aurait dû être beaucoup plus vigilants parce qu'on savait que le virus était rentré dans le pays, puis on savait que ça allait être notre tour aussi, puis déjà on aurait pu être infecté. Donc, ils ont quand même agi rapidement dans le sens où on a confiné, tout le monde est parti en confinement quand on avait uniquement 13 cas déclarés. Donc, c'était quand même très tôt, le 13 mars ou 12 mars, quand les écoles ont été fermées, les lieux de travail ont été fermés, les magasins ont été fermés, tout ça, là, on a les piscines, les lieux publics, les bibliothèques, tout ça a été fermé, là, on n'avait que 13 cas à travers la province. Donc, ils ont réagi quand même rapidement à ce niveau-là, mais l'infection était déjà répandue. Puis même si on a fermé tout ça, on n'a pas fermé les frontières. Donc, ça continuait à arriver. Et à l'époque, on a eu c'était juste après la semaine de relâche. Donc, pendant la semaine de relâche, donc du 1er au 9 mars, donc avant les fermetures, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont allées ramasser du virus partout. Et à l'époque où
les endroits qu'on suspectait dangereux pour la contamination de la COVID, c'était la Chine, l'Iran, l'Italie. Les autres pays, pas tant que ça. Les États-Unis, on n'en parlait pas encore. Donc, tous ceux qui sont allés à des endroits autres que ces 3 pays, une fois au retour, ne se sont pas mis en confinement. Alors, ils ont répandu l'infection dans la société. C'est comme ça que c'est arrivé. Le Québec, nous aussi, on a eu des cas dans les CHSLD assez rapidement au tout début de l'épidémie, mais on n'a rien fait. Et ça, c'est ce qui nous différencie complètement de la Colombie-Britannique, où on aurait pu apprendre de eux, de la même manière que eux, ils ont appris de nous. Parce que quand ils ont vu que 2 semaines après la semaine de relâche, les cas avaient monté en flèche et on commençait à avoir de plus en plus de diagnostics de COVID positifs, eux, ils se sont dit, alerte, la semaine de relâche, c'est pas une bonne idée que tout le monde aille se promener. Et d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont eu leur semaine de relâche 2-3 semaines après nous. Et à ce moment-là, déjà à travers le monde entier, on avait plein de pays qui étaient en alerte et où il y avait eu des éclosions massives, comme tous les pays d'Europe et tout ça. Et à ce moment-là, on portait attention à l'arrivée massive et à l'importation des cas. Donc, Colombie-Britannique a dit, nous, on a appris du Québec. Pendant la semaine de relâche, ils ont déconseillé tout voyage non essentiel. Et on voit les résultats de leur épidémie qui est complètement contrôlée aujourd'hui. Contrairement à Ontario, qui semble moins pire que le Québec, mais à mon avis, ils ont beaucoup de cas. Je pense que c'est vraiment sous-estimé ce qui se passe en Ontario. Mais, et pendant la semaine de relâche, le premier ministre d'Ontario, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait un peu se libérer de la population. Il a dit, prenez ça relax, là, arrêtez de m'achaler, partez en vacances, allez vous reposer. Et ils n'ont pas fait, c'était pas du tout la bonne démarche à suivre. L'Ontario et Vancouver ont fermé les lieux publics et les écoles et tout ça quand c'était un peu trop tard, surtout Ontario. Ils étaient déjà rendus à 500 cas déclarés. Vancouver, ils étaient, je pense, à une centaine déclarés. Donc, nous, on a agi à ce niveau-là, on a agi très vite, mais notre gros problème, c'était les centres pour les CHSLD auxquels on a porté zéro attention. Et pourtant, on aurait dû avoir le son de cloche. On savait que c'était des lieux où pendant des années et des années, c'était mal financé, mal surveillé, mal géré et on n'a rien fait. Donc, on est là où on est. Vous avez mentionné que le SRAS-CoV-2 a une période de latence, donc crée beaucoup de personnes asymptomatiques. Est-ce que c'est une caractéristique du virus qui rend la gestion de l'épidémie plus difficile comparativement à l'épidémie de SRAS en 2003, où il semblerait que le virus de SRAS à l'époque déclenchait immédiatement des symptômes chez les personnes infectées? Absolument. Parce que en plus, maintenant, on connaît, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus avec la COVID, hein, mais maintenant, ce qu'on connaît, c'est qu'au début, même si on n'a pas de symptômes, la charge virale dans l'organisme augmente énormément. C'est un peu comme le VIH où au tout début, il y a une énorme charge virale, puis après ça se calme. Alors, au tout début, quand il y a une énorme charge virale, et surtout étant donné que c'est dans l'appareil respiratoire, donc c'est très proche de la sortie, donc les virus, on les propulse assez facilement en parlant, en criant, en toussant. On peut envoyer des gouttelettes, on peut envoyer des aérosols. Au début, on pensait que peut-être les aérosols, ça ne transmet pas. Maintenant, on est de plus en plus convaincu que ça se transmet pareil. Le virus est présent dans les aérosols aussi. Alors, il faut être prudent. On ne sait pas exactement à quelle proportion le virus dans l'aérosol est responsable de la transmission ou le virus dans la gouttelette. On ne sait pas exactement à quelle proportion, mais bref, il faut porter attention à ces éléments-là parce que c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc,
Pendant toute cette période où on a beaucoup de virus à transmettre et on n'a aucun symptôme, mais on fait moins attention. Parce qu'une fois que les gens développent des symptômes, ben, ils se font tester, ils savent qu'ils sont malades, ils restent à la maison, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas faire leur épicerie, ils ne vont pas se promener dans la rue, ils ne vont pas prendre le transport en commun. Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne savent pas qu'ils sont infectés, ben, bien que le mot d'ordre, c'est vous ne quittez pas la maison si vous n'en avez pas besoin, mais au moins aller à l'épicerie, c'est un besoin. Moi, si je sais que je suis malade, je ne vais pas la faire, mon épicerie. Je vais demander à des voisins ou d'autres membres de la famille de le faire. Mais si je pense que je ne suis pas malade, ben, je vais aller à l'épicerie. Puis à l'époque, on a tardé aussi beaucoup à conseiller le masque. Si on avait conseillé le masque plus tôt, ben, les gens, en mettant des masques, en portant des masques, ben, s'ils sont infectés, sachant encore une fois que 50% des gens peuvent être infectés sans aucun symptôme, mais au moins, ils n'envoient pas de gouttelettes ou d'aérosols, ils n'envoient pas de virus dans l'air ambiant. Donc, oui, ça nous joue des tours et ça fait partie de la particularité du virus que je classifierais de très intelligent pour la survie de son espèce parce qu'il investit un lieu, ben, une personne, il investit une personne, il se produit, il se propage avant de tuer la personne. Contrairement au virus de l'Ebola, qui n'est pas si intelligent pour la survie de son espèce, parce que dès qu'il infecte une personne, il va la tuer rapidement avant que cette personne-là ait le temps de propager sa progéniture ailleurs. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un élément qui est très important et qui rend difficile le contrôle de l'épidémie. Et depuis le 4 mai, disons, il y a un plan de déconfinement progressif qui est mis en branle. Il vise principalement la réouverture des écoles primaires, certains commerces de détail, le secteur de la construction. Puis pour l'instant, il est mis en application dans toutes les régions à l'extérieur de Montréal. Avant d'être éventuellement mis en application à Montréal, on suggère le 25 mai si les conditions sont réunies, mais bon, ça reste à voir. Euh, que- Qu'est-ce que vous pensez de la réouverture de ces secteurs d'activité et est-ce qu'il est trop tôt pour aller vers un déconfinement selon vous? Le déconfinement, il faut qu'on aille vers du déconfinement. Là, on ne peut pas rester ad vitam aeternam dans la maison parce qu'il y a un virus qui se promène à l'extérieur, dans le monde. Et aujourd'hui, on a 4 millions de personnes qui sont infectées, puis ça continue d'augmenter. Dans les 12 derniers jours, il y a 1 million de personnes qui se sont ajoutées à cette cohorte de personnes infectées. Donc, c'est quand même énorme. Alors, on ne peut pas attendre que tout le monde soit guéri avant de sortir de la maison. Donc, il faut trouver un moyen intelligent de pouvoir retourner à la vie sociale, économique, culturelle, à commencer à vivre euh, en limitant au maximum les dégâts, ça veut dire en limitant au maximum la transmission de l'infection et en limitant au maximum les décès, donc les victimes, le fardeau de cette infection-là. Donc, comment le faire? Il faut vraiment que ça se fasse euh, avec un commandement central, mais vraiment de manière décentralisée, dans le sens où, étant donné que chaque coin du pays a sa particularité, son épidémie particulière, de par quel genre de population a été affectée, à quel degré il y a eu de la transmission communautaire, puis à quel degré on a réussi à contrôler l'infection. Alors, au Québec, 70% de l'épidémie est concentrée à Montréal. Je parle du Grand Montréal. Les régions, là, ça fait longtemps qu'ils sont en contrôle. C'était très bien que tout le monde aille en confinement, justement pour pas que ça se répande. Alors, pour le déconfinement maintenant, dans les zones où ils ne voient pas de nouveaux cas et tout est sous contrôle, au niveau de l'hospitalisation, ils ont de la place en masse. Donc, eux, ils sont capables de gérer facilement l'épidémie, même si elle augmente un tout petit peu. Parce que quand il y aura des confinements, forcément, il va y avoir plus de contacts dans la société, donc plus de transmission. Mais si cette transmission est bien contrôlée et bien surveillée, ils peuvent la limiter et
éviter que ça redevienne, que ça remonte. Donc, ça peut rester de manière très, très contrôlée. Montréal, c'est tout un autre tableau. Alors, Montréal n'est pas du tout prêt au déconfinement. Euh, euh, je suis d'accord à ce qu'on parle du déconfinement parce que confiner, c'était facile. OK, tout le monde rentre à la maison. Mais déconfiner, pour que ça se fasse de manière intelligente, c'est très difficile parce qu'il faut garder une cohérence et une logique dans ce déconfinement. Qu'est-ce qu'on déconfine et comment on déconfine et quand on déconfine. Il faut que la logique soit là. C'est pas que, OK, tu peux aller jouer avec ton ami à l'école, mais tu peux pas aller jouer avec ton ami dans le parc. Là. C'est pas logique. Là. Il faut qu'on suive la même logique. Donc, le fait d'avoir annoncé le déconfinement, c'était pas une erreur, mais le fait d'avoir annoncé une date pour le déconfinement, à mon avis, c'était une erreur, puis ça a créé énormément de stress. De un. De deux, on ne peut pas faire déconfinement de manière centralisée. Dans les hautes sphères du pouvoir, au ministère, ils ne savent pas ce qui se passe sur le plancher des vaches. Ils ne savent pas ce qui se passe dans chacune des écoles, dans chacun des centres, dans chacun des quartiers. Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans chacun des lieux, des secteurs d'emploi, au ministère, ils ne savent pas comment telle usine marche. Au ministère, ils peuvent dire, OK, on s'en va vers du déconfinement, mais il va falloir le planifier localement. Il va falloir, et pour ça, ils ont besoin absolument de l'apport local. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans chacun de ces secteurs ou les gens qui sont impliqués dans chacun de ces secteurs doivent être impliqués et consultés dans la façon dont on va déconfiner. Parce que c'est eux qui vont devoir le gérer et c'est eux qui sont le plus au courant de comment ça marche. Parce qu'il n'y a pas deux endroits qui sont pareils. Donc, c'est pas au niveau central qu'on peut décider de ça. Et étant donné qu'ils ont annoncé le déconfinement avant de consulter les gens localement, mais tout le monde est allé en panique. Non, nous, on n'est pas prêts, on ne veut pas déconfiner. Et ils avaient raison. Donc, s'ils avaient juste annoncé la chose pour expliquer la logique et pourquoi, de toute façon, il va falloir qu'on se déconfine, et maintenant, réfléchissons ensemble pour voir comment et est-ce qu'on est rendu là ou pas. Ça se serait passé de manière beaucoup plus harmonieuse, à mon avis. Mais ils avaient quand même des garde-fous. Ils ont dit à chaque fois, même s'ils ont annoncé des dates, et à mon avis, c'était inadéquat, c'était trop tôt, ils ont à chaque fois dit, rassurez-vous, si on n'est pas rendu là, on ne le fera pas. Donc, ils avaient quand même cette option qu'ils ont mise sur la table, ce qui était bien, et ils ont bien vu que Montréal n'est pas prêt, et donc ils ont reculé. Mais Montréal, c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Tous les pays qui ont fait du déconfinement, ils ont monté leur courbe, ils ont descendu leur courbe, puis mettons au haut de la courbe là, au pic, un mois, 40 jours après le début, et même 2 mois. La Chine a déconfiné 2 mois après son pic. La Corée a déconfiné 40 jours après son pic. L'Allemagne a déconfiné 30 et quelques jours après son pic. Donc, nous, on n'est même pas rendu au pic. C'est quoi parler du déconfinement? C'est inapproprié. C'est juste trop stressant parce que les gens ne voient pas, OK, on est dans la maîtrise de l'épidémie. Ils ne voient pas ça. Tu ne peux pas commencer à parler de déconfinement quand tu ne maîtrises même pas encore la chose. Alors, Montréal n'était pas une bonne option, mais ils ont réalisé qu'on n'y était pas rendu et au moins les écoles sont toutes en train de réfléchir à comment il va falloir agir. Donc, le jour où on va être rendu au déconfinement, tout le monde va être prêt. Ça a juste créé beaucoup de stress. Et justement, au sujet de Montréal, que pouvez-vous nous dire sur la dispersion de la COVID-19 en fonction des différents quartiers de la ville? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut conclure de sa surreprésentation dans les quartiers populaires comme Montréal-Nord et même au début de la pandémie, on parlait de Côte-des-Neiges. Pourquoi est-ce qu'il y a une inégalité dans la dispersion de la maladie sur l'île? Aujourd'hui, il y a eu un document de la santé publique de Montréal qui est sorti, qui est extrêmement intéressant
et ils ont évalué l'épidémie dans chacun des arrondissements. Donc, ils ont étudié quartier par quartier où est-ce qu'on en est. Et on voit clairement cette disparité dans différents quartiers et on voit comment l'épidémie, en fait, il n'y a pas assez de données pour qu'on puisse analyser, mais la santé publique l'a certainement et ils vont le faire. C'est juste qu'ils ne sont pas encore rendus là. Ils ont encore trop d'urgence à gérer. Mais on voit que l'épidémie est arrivée avec des voyageurs. Dans les quartiers où il y avait beaucoup de CHSLD, l'ampleur de l'épidémie a été très importante. Et après, les quartiers où il y avait des travailleurs du domaine de la santé. L'épidémie s'est répandue dans les quartiers où il y avait des travailleurs du secteur de la santé. Et là, si je ne me trompe pas, à Saint-Léonard, par exemple, 31% des gens infectés sont des travailleurs de la santé. Et il y a très peu de centres pour personnes âgées dans ce quartier-là en particulier. Donc, c'est beaucoup de monde. Alors, quand on regarde quartier par quartier, on voit qui est infecté. Et la bonne nouvelle, c'est que dans certains quartiers, surtout les quartiers pauvres, en fait, avant de parler de la bonne nouvelle, comment ça se répand, comment ça s'est répandu, en fait. C'est que au début, quand on a vu qu'il y avait de l'infection dans les centres pour personnes âgées, ils se sont occupés des personnes âgées, mais ils ne se sont pas occupés du personnel nécessairement. Donc, on a diagnostiqué, on a testé les personnes âgées et tout ça, mais on n'a pas nécessairement suspecté dès le début tous les travailleurs de ces centres-là. Ou si on a suspecté les travailleurs et travailleuses de ces centres-là, ils n'avaient pas accès à tout le matériel de protection. Et c'est pour ça que tout le personnel qui n'avait pas accès au matériel de protection, parce qu'ils pensaient, par erreur, ils pensaient qu'ils étaient moins en relation avec les patients à un genre de contact qui pouvait transmettre la maladie. Mais on a vu que c'était finalement pas le cas. Et ce n'était pas juste les médecins ou les infirmières de ces centres qui étaient en contact, qui pouvaient attraper le virus de ces patients-là, mais tout le monde pouvait l'attraper. Donc, ils ont corrigé cette faille maintenant, parce que maintenant, tous les travailleurs, un, sont testés, et deux, ont du matériel d'équipement pour la protection personnelle, du moins ce qu'on entend dans les médias, je ne sais pas, mais la situation était très, très grave. Et donc, étant donné qu'elle était très grave, beaucoup de personnel s'est infecté, et ce personnel-là, après, quand il s'en va à la maison, si c'est des personnes qui sont au bas de l'échelle au niveau salarial, alors c'est des personnes qui ont moins souvent des véhicules personnels, donc ils prennent le métro, ils prennent le transport en commun. Donc, sur tout le long de leur trajet, ben, ils répandent le virus. Ils sèment le virus sur tout le long de leur trajet. Après ça, ils arrivent à la maison. Les maisons sont souvent beaucoup plus, la densité dans chacun des ménages est souvent beaucoup plus élevée. Il y a pas une, il y a moins souvent, plus souvent, on voit des maisons avec une seule salle de bain, avec plus de 3-4 personnes dans chaque ménage. Donc, la concentration d'individus est plus élevée et donc le contact, la quantité de contact entre les individus aussi est beaucoup plus élevée. Donc, la possibilité de transmission est plus élevée. Donc, par conséquent, là, le feu a pogné dans les quartiers plus pauvres où c'était des travailleurs de la santé qui étaient des préposés, des personnes qui travaillaient au bas de l'échelle et qui n'étaient pas protégés. C'est ça, c'est parce qu'ils n'étaient pas protégés. S'ils étaient protégés, on n'aurait pas eu ce problème-là. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas protégés, à ce moment-là, ils ont été infectés et ils ont amené l'infection dans leur quartier. Donc, quand le gouvernement il dit on a une épidémie dans les centres pour personnes âgées, puis une autre épidémie dans la communauté, dans le fond, la communauté, c'est la suite des CHSLD. C'est l'extension des CHSLD. Et la courroie de transmission sont les travailleurs qui étaient là-dedans. Ça, c'était vraiment
c'est presque impardonnable parce que ça fait 15 ans au moins, on sait que les CHSLD sont en mauvais état. On sait qu'on leur a coupé les budgets. On sait que les gens sont mal payés. On sait qu'il n'y a pas de surveillance des infections. On le savait tout ça. Et on n'a pas pensé plus rapidement à s'occuper de de ce, ce lieu de haut risque, parce que la mortalité, c'est là qu'elle arrive. Alors, quand je parlais tout à l'heure de la bonne nouvelle, c'était que dans les quartiers plus défavorisés, même si le nombre de personnes infectées est plus élevé, le taux de mortalité est plus bas parce que c'est souvent des personnes plus jeunes qui sont infectées. Donc, au moins, il y a cette consolation. Sauf que un des facteurs de mortalité avec la COVID, c'est l'âge, certes, mais c'est aussi la comorbidité. Donc, quand il y a plus de maladies chroniques qui s'accumulent, et on sait que parmi les déterminants de la santé, la pauvreté est un des facteurs pour avoir plus de maladies. Donc, dans les quartiers défavorisés, les personnes qui ont plus de maladies chroniques, évidemment, sont à haut risque d'être victimes de la COVID. Concernant l'information qui est produite et relayée à propos du virus, il semble que la confusion soit quand même facile à entretenir. On observe par exemple la prolifération de fausses informations, de rumeurs, même de beaucoup de théories conspirationnistes sur l'origine de la COVID-19. Mais il est même aussi difficile de tirer des conclusions sur le comportement du virus avec des sources fiables d'informations. On a l'impression que la situation évolue tellement rapidement et il y a tellement d'incertitudes qui planent encore qu'on ne sait pas exactement où regarder. Donc, comment, selon vous, accueillir ce flot d'informations, ces modélisations, ces graphiques avec lesquels on nous bombarde à chaque jour, et comment faire preuve de discernement dans ce chaos informationnel? C'est tout un défi. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où on a cette mauvaise habitude de vouloir tout tellement rapidement que on n'a même pas le temps, même les chercheurs n'ont pas le temps de digérer une information avant de la mentionner. Donc, c'est ça. Donc, on a des bonnes informations puis des moins bonnes des informations qui sont des fois pas tout à fait vraies. Et tout le monde a accès à cet océan de possibilités d'envoyer des messages et de l'information qui est à la portée de tous. Et donc, chacun écrit et dit ce qu'il veut. Donc oui, c'est difficile de départager le vrai du faux dans tout ça. Et des fois, ça cause beaucoup d'anxiété. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là. On peut pas dire aux gens que vous n'avez pas le droit d'écrire, pas le droit d'émettre d'opinion, pas le droit de tout ça là. Mais... Oui, mais par exemple, un réflexe courant, je crois qu'on tout le monde l'aura remarqué, c'est de vouloir comparer les pays entre eux pour estimer l'efficacité des mesures prises contre le virus. Donc, selon vous, quels taux ou indices quantitatifs peuvent nous permettre ce genre de comparaison? Quel indice est réellement fiable et est-ce qu'on peut se fier même à ces comparaisons selon vous? On fait des comparaisons, on les fait, mais elles sont toutes hâtives pour l'instant. Pourquoi? Parce que on connaît juste le pic du iceberg de la COVID actuellement. Encore pour la simple raison que la moitié des gens qui sont infectés ne vont pas développer de symptômes. Donc, ces gens-là, si on ne les a pas testés aléatoirement ou parce qu'ils revenaient de voyage ou parce qu'ils étaient un contact d'une personne positive, ben, on ne sait pas qu'ils ont été infectés. Alors, le jour où on va avoir un test où on va pouvoir tracer le passage du virus dans nos corps, ça veut dire des tests d'anticorps. Normalement, si le virus est passé dans mon corps, normalement, mon organisme a développé des anticorps spécifiques contre le SARS-CoV-2. Alors, si j'ai des anticorps, ça veut dire que j'ai été infecté. Et il y a des études un peu pour estimer le nombre de personnes qui sont réellement infectées dans la population, qui sont sorties et qui disent que le nombre réel de cas, c'est quelque chose entre 50 et 85 fois ce qu'on connaît de l'incidence de la maladie.
Ça, c'est une étude, en fait, c'est une étude qui a dit ça. C'est une étude qui a été faite à Santa Clara, en Californie. Mais c'est beaucoup, 50%. Là, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais ceci étant dit, ça veut dire on connaît juste une partie de l'ampleur de l'épidémie. Donc, comparer les pays, euh, si, les, si, un- si on se compare à un pays qui a très peu de cas, mais il a très peu de cas parce qu'il ne teste pas assez, ben, on se compare pas à la bonne chose. Si au niveau de la mortalité, on compare nos taux de mortalité avec d'autres pays, ben, notre taux de mortalité à nous peut sembler beaucoup supérieur si c'est plutôt les vieux qui ont été affectés par la maladie. Ça dépend de quelle catégorie d'âge de la population a été infectée par le virus. Donc, ça dépend de la répartition, de la distribution du virus dans la société. Donc, faire des comparaisons, ça peut nous mener des fois à des erreurs où si tout le monde ne rapporte pas les décès de la même manière, là, les causes de décès, si tout le monde ne les rapporte pas de la même manière, ben, souvent on compare, ils disent ouais, mais on ne peut pas trop comparer. Je regardais des données à New York, puis là, tout d'un coup, chez les personnes de 80 ans et plus, euh, le taux de décès est vraiment bas. Alors, je dis, mais c'est vraiment pas logique, là. Alors, ça dépend. Si on se trouve dans ce système où il faut payer pour aller obtenir des soins, puis on parle, l'étude est faite dans un quartier pauvre, ben, une personne de 85 ans qui est atteinte de la COVID, ben, peut-être qu'elle ne se rendra pas à l'hôpital pour pouvoir être comptée si elle décède parmi les décès. Donc, la façon de comptabiliser dans chaque pays aussi peut être différente. Donc, quand on essaie, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse de certaines comparaisons pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Mais c'est encore trop tôt dans l'évolution de cette infection, de cette pandémie, pour qu'on puisse se comparer de manière fiable, parce qu'on a encore trop de choses qu'on ne connaît pas. Dans son point de presse du 28 avril, le premier ministre François Legault a déclaré que nous devrions faire, je le cite, comme si tout le monde avait le virus. Donc on peut voir dans cette affirmation plus ou moins l'expression de la culture du zéro risque. Est-ce que c'est une manière adéquate, selon vous, de se représenter la présence et même l'omniprésence du virus parmi nous? Existe-t-il d'autres approches pour bâtir des campagnes de sensibilisation, bâtir des campagnes d'épidémiologie? La prévention est de mise. Donc, penser que tout cas est un potentiel, toute personne est un potentiel cas, à mon avis, c'est la bonne attitude à prendre sur le plan de la santé publique et c'est ce qui nous amène à des mesures de précaution, comme je l'ai mentionné plus tôt. Par exemple, aujourd'hui, vous allez chez le dentiste, il va porter des lunettes, il va porter des gants, ils vont désinfecter tout le matériel que vous avez utilisé. Ils utilisent du matériel à usage unique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, peut-être que vous avez quelque chose à transmettre et ils ne veulent pas le transmettre ni à eux et à leur personnel, ni à leurs prochains patients. Donc, à mon avis, c'est une bonne attitude à prendre. Et surtout, avec une approche de santé publique. Le fait de penser que chaque personne peut être un cas qui peut transmettre l'infection, il ne faut pas que ça aille dans le sens de stigmatiser la population. C'est on pense à réduire le risque de transmission parce qu'on veut que la société soit en santé. On veut que notre population soit en santé. On veut qu'il y ait un minimum de transmission de l'infection. Oui, parce qu'une approche mal balancée pourrait avoir un effet inverse, culpabilisateur ou anxiogène. Puis ça se demandait si ça aide vraiment les gens à avoir conscience de leurs actions, conscience de leur comportement. Pour éviter ces éléments-là, c'est l'approche pédagogique qui prend de l'importance. Donc, ça dépend comment les autorités de santé présentent le problème. Pourquoi on va se laver les mains quand on rentre de l'extérieur? Pourquoi on va porter un masque quand on va à l'épicerie? C'est important de mentionner quelles sont les raisons, c'est quoi la logique pour ça et pourquoi on le fait. À mon avis, par exemple, le masque, si dès le début, ils l'auraient favorisé, ils auraient encouragé les gens à porter le masque, comme
ils n'ont pas arrêté de nous dire, oui, mais ça ne nous protège pas nous, ça nous empêche de cracher du microbe dans l'air. Oui, mais c'est déjà très bien si ça nous empêche de cracher du microbe dans l'air, parce que c'est énorme, là, parce que c'est moi qui suis infectée qui va infecter l'autre. Donc, si moi, je pense qu'en mettant un masque, je peux éviter de causer du dommage autour de moi, mais moi, je serais ravie de le savoir pour le porter, le masque, pour protéger les autres personnes. Et si tout le monde le regarde comme ça, donc ça devient un geste altruiste. C'est pas de la répression, le masque. Le masque est un geste altruiste. Le masque est un geste de respect à nos concitoyens. Depuis le début du déconfinement, le gouvernement a mis en place une politique de dépistage massif, ou du moins plus généralisée, pour surveiller la transmission communautaire et dans les milieux de soins. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle politique et surtout, est-ce qu'elle aurait dû être mise en branle plus tôt? Oui. Dès le début, là, la Corée, s'ils ont réussi en 12 jours de ramasser leur épidémie, c'est parce que ils ont testé, mais massivement dès le début. L'Allemagne, la même chose, ils ont testé très massivement dès le début. Et si on avait testé nous aussi dès le début, c'est que plus tôt on teste, plus les gens qui sont positifs et asymptomatiques, on les détecte et on les met à la maison. On évite la transmission. Alors, c'est super important. On n'avait pas assez de tests, on manquait de tests. Ils ont géré les pénuries. Dès le début, ils ont géré la pénurie de masques, la pénurie de tests, la pénurie de personnel. Ils auraient dû tester plus tôt. Ben, s'ils avaient des tests, ils l'auraient fait. Ils n'avaient juste pas assez de tests. Et aussi, peut-être, ils ont voulu. C'est la centralisation du système aussi qui est un problème parce que quand un système est trop centralisé, on enlève même toute l'initiative locale. Quand ils ont dit on a besoin de tests massifs, si c'est le ministère qui doit décider de comment gérer, ou c'est du haut, là, le haut de la pyramide qu'on doit gérer tous les tests de manière très centralisée, tout ça, mais veut pas, il y a un engorgement, ça devient un goulot d'étranglement au sommet. Donc, ça n'avance pas vite. Et surtout dans le cas d'une épidémie qui se répand comme super rapidos, ben, il faut agir vite pour pouvoir la contrôler. Alors, si on avait fait, si la capacité, parce qu'on a une capacité de laboratoire extraordinaire à travers le Québec, dans tous les hôpitaux et tout ça, mais étant donné qu'on a enlevé toutes les initiatives locales et tout est allé en haut, la décision doit se prendre en haut, ben, maintenant, les gens sont même plus habitués à développer des initiatives. Sinon, s'ils auraient demandé à chaque hôpital, OK, toi, tu es capable de m'en faire combien par jour? Les hôpitaux auraient peut-être sorti la vieille machine qui est en train de prendre de la poussière dans le sous-sol de l'hôpital. Dire, OK, cette machine-là, on pourrait l'utiliser pour faire tel et tel test, puis on va l'embarquer comme dans notre effort pour pouvoir combattre la maladie. Puis ils auraient été capables de tester de manière décentralisée beaucoup plus. Mais non, on a perdu cette habitude de demander même aux gens localement, OK, avez-vous les moyens? Quel genre de moyens vous pouvez mobiliser? Qu'est-ce que vous pensez être capable de faire? L'objectif, c'est de tester massivement le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Un brainstorming avec les gens locaux, là, c'est toujours aidant. Et la centralisation nous a dépossédés de tout ça. Regarde les CLSC. Les CLSC, c'est les centres qui sont supposés être nos yeux et nos oreilles locaux. Donc, eux, ils sont supposés connaître plus que n'importe qui d'autre leur communauté et leurs besoins et les dangers lorsqu'il survient un danger pour la communauté. Ah ben non, les CLSC n'ont plus de boss, là. Il n'y a pas de boss dans les CLSC. Il y a juste des gens qui reçoivent les directives du ministère, des CIS, des CIUS, je ne sais pas trop quoi, des instances, des grosses instances, là. Et donc, aucune décision ne peut se prendre localement, aucune embauche ne peut se faire localement, ils ne peuvent rien faire localement. Ils doivent attendre ce que en haut, les décisions qui sont prises en haut.
Et tout le dysfonctionnement du système, localement, les gens qui y travaillent, ils le voient, mais s'ils sont capables d'agir localement, ben, en 2 temps, 3 mouvements, après 2 jours, ils voient ah, ce système, il ne marche pas, ils se revirent de bord, puis ils mettent en place d'autres modalités pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Ah ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les CLSC, maintenant, ils sont quasiment pas fonctionnels. Ouais, et ben pour s'étendre un peu plus sur la question du dépistage ou de la surveillance plus largement, il semblerait aujourd'hui que la possibilité d'une surveillance épidémiologique soit accrue par les applications mobiles et la quantité astronomique de données qu'elles récoltent. Ici à Montréal, par exemple, il y a le chercheur en intelligence artificielle Yoshua Benjo et son équipe du Centre Mila qui s'affairent à développer une application mobile de surveillance. Donc, l'application en question permettrait, grâce à la connexion Bluetooth des téléphones intelligents, d'évaluer le risque d'être infecté par la COVID-19 en fonction de nos déplacements et des rencontres que nous faisons. Pensez-vous que ce genre d'application est destiné à transformer la pratique de l'épidémiologie dans le monde et au Québec, et surtout même remplacer le travail traditionnel de retraçage des contacts qui est fait au niveau de la santé publique? C'est une très, très bonne question. Et je comprends qu'il y a un danger d'intrusion dans la vie privée des gens. Donc, il y a un problème éthique, il y a un problème de surveillance qu'on ne veut pas. On veut que la vie privée des gens soit protégée et on est très fort ici sur la protection de la vie privée. Mais pour un besoin collectif, pour la protection de la majorité, de l'ensemble d'une population, moi je suis pour l'utilisation de ce genre de système. Hein? Je vais vous donner un exemple. Là. Ce système de géolocalisation, là, on l'utilise dans notre quotidien. Là. Quand on est en voiture puis on cherche un chemin, on a un GPS, non? Ben, toutes ces données-là sont localisées, puis on est circuité, puis on est tracé, puis, mais parce que le GPS peut me donner un itinéraire pour m'amener du point A au point B et j'ai un bénéfice personnel pour ça, j'accepte les dangers que mes données personnelles soient aussi captées par je ne sais qui. Donc, je comprends qu'il y a un équilibre et il faut faire attention et on ne veut pas un système policier et on ne veut pas que toutes les informations soient captées par on ne sait qui et utilisées par la suite par on ne sait qui. Mais le genre d'application dont j'ai entendu parler pour tracer les contacts, parce que dans le cas de cette épidémie, agir vite est primordial pour le contrôle de l'épidémie et retracer vite les contacts est primordial. Alors, nous, aujourd'hui, la santé publique, comment elle fonctionne? Papier, crayon, à l'âge de pierre. On est à l'âge de pierre. Alors, quand la santé publique, si moi je suis infectée aujourd'hui, j'ai un test positif aujourd'hui, la santé publique va le savoir dans 5 jours, puis va mobiliser ses équipes pour appeler les gens et inscrire sur un petit papier, dans des questionnaires papier, mes contacts et qu'est-ce qui s'est passé, le temps de collecter cette information, informatiser tout ça, puis analyser tout ça. Là, on est rendu déjà à 2 semaines. C'est pas en 2 semaines qu'on peut contrôler. C'est pas avec cette rapidité qu'on peut, avec cette lenteur, je devrais dire, qu'on peut contrôler quoi que ce soit. Mais il faut agir vite. Donc, un système comme ça, en plus, c'est un système que chaque individu accepte de mettre l'application dans son téléphone. C'est que moi, je mets l'application dans mon, mettons qu'elle s'appellerait COVID. Je mets l'application dans mon téléphone. Vous aussi, vous mettez l'application dans votre téléphone. Puis là, si moi, je suis testé positif, mettons, ça rentre dans mon téléphone ou je le rentre dans mon téléphone ou la santé publique la rentre dans mon téléphone, je ne sais pas. Probablement, dès que je suis testé, c'est rentré dans mon téléphone. Et là, tous ceux qui ont l'application, si ils m'ont croisé sur leur chemin, parce que là, mon téléphone, il peut retracer dans les 2 dernières semaines partout là où j'ai été. Donc, tous ceux qui ont croisé mon chemin pendant ces 2 semaines, ils reçoivent une alerte. Ah, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le COVID. Mon nom n'apparaît nulle part. C'est une façon de retracer des contacts de manière anonyme. Mais la personne, rapidement, elle peut savoir, ah, ben moi, j'ai été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID quelque part. Et ils peuvent même, je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent même
quantifier cette quantité de contact sur une durée, sur quelle durée j'ai été en contact avec cette personne-là, combien de fois j'ai été en contact avec des cas COVID. Et tout ça, ça peut donner une information super importante. Et moi, et vous, par exemple, que j'ai croisé, vous pouvez aller vous présenter à un lieu de dépistage pour dire, ben moi, j'ai reçu tel degré de risque j'ai reçu tel degré de risque, donc je veux me faire tester. Et c'est une façon de retracer les contacts, mais super rapide. Et à mon avis, ça pourrait nous aider grandement. En conclusion, j'aimerais vous poser une question un peu spéculative. Comment l'épidémiologie et la santé publique peuvent-elles nous aider à penser l'après-COVID-19? Donc, quels changements peuvent-elles nous aider à entrevoir dans l'organisation de la société, dans l'organisation des soins, qui permet de tirer des leçons de l'épidémie de COVID-19 au Québec? Alors, à ce moment-là, peut-être pas l'épidémiologie, mais la santé publique en général, accompagnée de la sociologie. Ça, c'est des réflexions qui doivent être faites en fonction du bien commun, en fonction de nos conditions de vie, conditions de travail, euh, conditions sociales. C'est en fonction de ça qu'il faut tout réfléchir. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu éviter? Des affaires qu'on ne peut pas éviter, ben, on ne peut pas les éviter. Alors, on essaye de limiter les dégâts. Mais des fois, on peut se dire, ben, moi, avoir été avoir eu cette expérience, on aurait pu éviter tel et tel et tel dégât. Alors, à ce moment-là, la santé publique et la sociologie, à mon avis, ont un rôle énorme. L'épidémiologie peut, étant donné que c'est une science quantitative qui nous aide à analyser, à analyser la dynamique, à analyser l'évolution, trouver les déterminants de la gravité de la maladie, le décès, la propagation, la transmission, tout ça. Donc, l'épidémiologie peut nous aider, mais pour, pour planifier l'après-COVID, par exemple, c'est plus la santé publique, la sociologie, la politique. C'est parce qu'il y a des mesures politiques qui doivent être prises différemment. On a parlé du système de santé et juste en parlant du système de santé, on a sorti plusieurs points qui ont nécessairement besoin d'être changés radicalement pour qu'on ne vive plus une autre catastrophe ou pour qu'on soit sur la bonne voie. L'après-COVID doit nécessairement être différent que l'avant-COVID. On a appris beaucoup de choses. On a appris en fait et ça, c'est pas l'épidémiologie qui nous l'enseigne, mais c'est l'analyse plus sociologique ou plus politique de ce qui s'est passé, qui nous a appris que, premièrement, on est capable de vivre avec beaucoup moins consommer. L'important, c'est quoi les nécessités, c'est quoi nos besoins, c'est quoi les choses nécessaires, c'est quoi les choses importantes dans la vie. Toutes ces questions, il y a beaucoup de gens qui se sont posés ces questions-là. Et aussi la place de chacun dans la société. Quand on parle des rôles, des rôles essentiels dans la société qui sauvent des vies, ben, il faut que ces rôles-là soient considérés comme valorisés dans la société et le salaire doit venir avec, les conditions doivent venir avec. Quand on sait que prévenir est mieux que guérir, ben, la place de la santé publique doit complètement changer dans notre système. Que chaque endroit, il faut qu'il y ait des mesures de prévention qui soient impliquées dans chaque lieu de travail, secteur d'emploi, école, tout. Notre façon de vivre en société, notre approche avec les personnes âgées, on a réalisé que finalement, c'est pas nécessairement la meilleure chose. C'est pas nécessairement comme ça qu'il faudrait qu'on fasse. On a vu la catastrophe, la catastrophe dans les centres pour personnes âgées. Il y a des gens qui sont responsables de ça parce que nous, on ne l'a pas vu. Eux, ils étaient conscients de ça. Eux, on leur avait sonné la cloche.
des personnes qui étaient au pouvoir pour pouvoir changer ces trucs-là, qui ne l'ont pas fait pendant des décennies. Ils sont responsables. Et maintenant que c'est mis à la lumière, que maintenant que tout le monde en a entendu parler et tout le monde sait que c'est un problème, jamais la population va laisser que ça se reproduise. Il va falloir nécessairement qu'on porte un regard profondément critique sur notre façon de gérer l'âge en société et, et vivre différemment. Et donc, tout ça, et c'est pas nécessairement, l'épidémiologie peut apporter une part d'information, mais c'est beaucoup plus des réflexions sociales et politiques qu'on doit faire à ça. Nima Machouf, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. C'était un plaisir.